Voilà, bonjour. Donc dans cette vidéo, c'est une vidéo qui correspond au TD numéro 2 et on va appliquer la formule de Weyl au problème de l'oscillateur harmonique quantique. Voilà, donc on rappelle ce que c'est un oscillateur harmonique à une dimension. Donc la position de la particule, on l'appelle Q, et M sa masse. Et on suppose que cette particule, qui est donc libre qui peut bouger sur un axe dont la variable est Q, eh bien, est soumise à une force moins K fois Q, où K est une constante positive. Autrement dit, c'est une force de rappel linéaire qui est proportionnelle à la distance, à l'origine. Vous voyez, par exemple, ici, si Q est positif, eh bien, la force moins KQ sera négative et sera une force de rappel vers l'origine. Et d'autant plus forte que Q est élevé, donc que la particule s'éloigne de l'origine. On appelle ça une force de rappel, et c'est la force qu'il y a dans un ressort, par exemple, qui obligerait donc la particule à osciller autour de l'origine. Donc ce modèle, qui est très simple, est très courant et très utile en physique pour modéliser par exemple les vibrations d'un atome dans une molécule diatomique comme l'hélium 2, ou bien les vibrations d'un atome dans un ensemble d'atomes comme un cristal. Donc la première question est d'écrire l'énergie totale, donc la fonction h de Qp, de la particule en fonction de sa position Q et de son impulsion P. Alors voici la correction. Eh bien, il s'agit d'une particule dans le modèle de la mécanique. Donc son énergie, qu'on note hamiltonien, qui dépend de la position et de l'impulsion, c'est énergie cinétique, qui est P au carré sur 2m, plus énergie potentielle. Et par définition, l'énergie potentielle, c'est une fonction telle que lorsqu'on la dérive et qu'on met un signe moins, ça donne la force. Donc il faut bien 1/2 de KQ2. Parce que lorsque vous dérivez 1/2 de KQ2, vous voyez, vous obtenez K fois Q, et avec un signe moins, ça fait bien moins KQ, donc la force. Donc voici l'expression de l'énergie totale, appelée hamiltonien, pour ce modèle. Question suivante. Eh bien, on écrire les équations de mouvement de Hamilton pour ce modèle et vérifier qu'on obtient bien les lois de Newton, qui est m fois l'accélération égale la force. Alors en cliquant ici, vous avez accès à Wikipédia qui vous rappelle ce que ce sont les équations de Hamilton. Voilà, s'il y a besoin, vous pouvez lire tout un rappel sur les équations de Hamilton. Alors allons-y. Eh bien, les équations de Hamilton, pour un hamiltonien quelconque, ce sont la vitesse, autrement dit la dérivée de la position par rapport au temps, c'est dérivée partielle de h par rapport à p. Et dans le cas présent, p n'apparaît que ici, comme p au carré. Donc lorsqu'on dérive par rapport à p, on obtient ici 2p. Le 2 s'élimine, il reste p sur m. Et de façon générale, la dérivée de p par rapport au temps, de l'impulsion par rapport au temps, c'est moins dh sur dq. Ici, dans cette expression, q, la position n'apparaît que ici. La dérivée de q2, c'est 2q. Le 2 va disparaître avec le 1,5. Et donc, avec ce moins, on obtient que moins dh sur dq, c'est moins k fois q. Et moins k fois q, il se trouve que c'est par définition la force de rappel. Voilà. Ensuite, vous avez donc ces deux équations de Hamilton qui sont du premier ordre par rapport au temps. Mais lorsque vous les combinez pour éliminer l'impulsion, eh bien, pour éliminer l'impulsion, il faut dériver encore une fois la première équation qui donne dérivée seconde de q égale p point sur m, et vous remplacez p point par f, et donc ça vous donne dérivée seconde de q égale f sur m. On passe m de l'autre côté, et on obtient que m fois l'accélération est égal à p point, donc égal à la force, ici. Et vous voyez que ça, c'est la loi de Newton, qui a été découverte en fait par Newton bien avant Hamilton, en 1650, alors que Hamilton, c'était en 1830. Voilà, tout ça, ce sont un peu des rappels de base sur la mécanique. La deuxième question, toujours pour ce modèle, c'est de montrer qu'une trajectoire dans l'espace des phases, donc définie par les équations de mouvement de Hamilton qu'on vient de voir, eh bien, cette trajectoire
décrit une ellipse et de calculer sa surface, qu'on appellera ici le volume, bien qu'on soit en dimension 2, et donc il s'agit d'une surface. Il faut aussi calculer son énergie, E. Alors, et allons-y. Alors tout d'abord, on rappelle un fait très important, c'est que l'énergie, par définition, c'est la valeur de H au point QP. Or, le point Q et P dépend du temps, mais H, donc a priori H pourrait dépendre du temps, mais on va démontrer que non. Donc, l'énergie qui est la valeur de H, voilà, donc l'énergie E de T, c'est H de Q de T, P de T. A priori, l'énergie dépendrait du temps, mais on va vérifier que non. Donc pour ça, on va vérifier que sa dérivée par rapport au temps est nulle. Mais il s'agit ici d'une E de T, c'est en fait H, c'est une fonction composée. C'est H composé avec la fonction Q qui dépend du temps et de la fonction P qui dépend du temps. Et donc on rappelle que pour dériver E par rapport à T, il faut appliquer la formule de dérivée de fonction composée. Et l'idée c'est que si le temps varie, eh bien par effet ça va faire varier Q, qui va faire varier H, mais aussi ça va faire varier P qui fait varier H. Et donc la variation de E induite par une variation de T, c'est le produit des variations de H par rapport à Q fois la variation de Q plus la variation de H par rapport à P fois la variation de P. Donc voici la formule précise. La dérivée de E par rapport à T, c'est la dérivée de H par rapport à la première variable Q fois la dérivée de Q par rapport à T, qu'on note Q point, plus la dérivée de H par rapport à la deuxième variable P fois la dérivée de P par rapport à T. Donc ça c'est une formule générale, mais dans le cas des équations de Hamilton, on remplace Q point et P point par les expressions précédentes ici, dH sur dP et moins dH sur dQ, qui sont très générales, donc dH sur dP et moins dH sur dQ, et on s'aperçoit que ces deux termes sont égaux et opposés, autrement dit, le résultat est nul. Donc l'énergie est bien conservée, et c'est une propriété très générale pour les équations de mouvement de Hamilton. Dans le cas de l'oscillateur harmonique, comme le hamiltonien c'était cette expression, ça nous dit que cette expression, même si Q dépend du temps et P dépend du temps, cette somme, E, est constante par rapport au temps. Or, si on pense de façon géométrique, dans le plan avec les axes Q et P, dire que ça c'est une constante, c'est une somme de deux carrés, vous voyez, il y a P2 et Q2, et bien ça c'est l'équation d'une ellipse. Autrement dit, le point, si initialement il est quelque part sur cette ellipse, et bien au cours du temps il ne peut pas en sortir. Il est coincé dans l'ellipse. Voici ce que dit la conservation de l'énergie dans le cas de l'oscillateur harmonique. Et plus précisément, vous voyez c'est une ellipse, et on peut lire ici les axes de l'ellipse, hein, par exemple, selon P, eh bien, voilà, cette équation, eh bien, on divise des deux côtés par E pour mettre 1 du côté gauche, ici, et on peut écrire cette équation sous la forme P divisé par une constante au carré plus Q divisé par une constante au carré égale 1. Et ces constantes correspondent justement aux demi-axes de l'ellipse. Et on s'aperçoit au final que Qmax, ce sera, lorsqu'on a divisé par E, ce sera 2 fois E sur K, le tout racine carrée. Et Pmax, ce sera 2me racine carrée. Donc voici les paramètres de cette ellipse. Et là, on a besoin... Alors, donc ce que dit ce calcul, c'est que tous les points d'énergie E sont sur l'ellipse. Mais on s'aperçoit facilement que les points d'énergie inférieurs à E seraient sur une ellipse plus petite, donc seraient à l'intérieur de cette ellipse. Et ce sont, pour la formule de Weyl, les points qu'on recherche. Autrement dit, ce qui nous intéresse dans ce problème, ce sont tous les points d'énergie inférieurs ou égal à E, ce sont les points contenus dans l'ellipse. Donc, pour appliquer la formule de Weyl que l'on rappelle, qui est ici, il va falloir calculer la surface occupée par tous ces points d'énergie plus petits que E. Alors c'est très simple parce qu'il y a une formule générale qui dit que la surface, ici on écrit le volume, mais c'est la surface des points contenus dans une ellipse
dans cette ellipse, eh bien c'est pi fois le produit des deux demi-axes. Donc c'est pi fois Qmax fois Pmax. Donc c'est égal à pi fois, alors cette quantité fois celle-là. Donc on voit qu'il y a 2 qui apparaît. Il y a racine de e fois racine de e, ça nous fait e. Et finalement, il y a racine de m divisé par racine de k. Voilà. Et on va baptiser oméga égale racine de k sur m. Autrement dit, ici, il apparaît 1 sur oméga. Donc le volume de l'ellipse, d'après cette définition qu'on leur pose, et on va justifier ensuite pourquoi on appelle ça oméga, la surface de l'ellipse, c'est 2pi e divisé par oméga. Voilà, donc on vient de répondre à cette question qui est de calculer la surface de cette ellipse. Et dernière question, c'est donc étudier précisément la trajectoire d'énergie E sur l'ellipse et de montrer qu'elle tourne avec une fréquence oméga, justement donnée par ce racine de k sur m. Alors pour répondre à ça, juste de considérer la conservation de l'énergie, ça ne suffit pas, parce que la conservation de l'énergie nous dit que le point au cours du temps est contraint à rester sur l'ellipse, mais ça ne nous dit pas ce que fait le point. Il pourrait faire comme ça, osciller, tourner dans un sens, puis tourner dans l'autre. On va voir qu'il tourne de façon uniforme dans le sens indirect. Alors pour ça, il faut utiliser les équations de mouvement de Hamilton. Ces équations de mouvement pour montrer qu'on a un mouvement de rotation à la fréquence oméga. Alors voici comment on procède. Alors, il s'agit d'une résolution qui est particulière au cas de l'oscillateur harmonique, bien sûr. Et l'idée, c'est, eh bien, bon, en fait, il s'agit ici d'équations linéaires, donc on pourrait utiliser une méthode matricielle générale, mais dans ce cas précis, il y a une petite astuce qui permet de résoudre directement les équations de mouvement sans passer par les matrices, mais en utilisant les nombres complexes. Alors l'idée, c'est de transformer tout d'abord cette ellipse en un cercle. Pour transformer l'ellipse en cercle, il faut tout simplement, comme on le voit ici, changer la variable q par q sur qmax et la variable p par p sur pmax. Alors c'est ce qu'on fait. On appelle q sur qmax, c'est la nouvelle variable x, et on remplace petit p par y qui est p sur pmax. Et on introduit le nombre complexe z qui est x plus iy. Voilà, alors dans ce cas-là, comme q et p dépendent du temps, eh bien z va dépendre du temps, et sa dérivée, z point, c'est donc donné par cette expression, q point sur qmax plus i, p point sur pmax. Maintenant, on applique les équations de mouvement de Hamilton, donc q point, on rappelle que c'était p sur m, et p point, c'était moins kq. Donc ici, ça nous fait apparaître P sur M, et ici, moins KQ. Voilà. Et maintenant, on aimerait revenir ici à droite aux variables X, Y et Z. Donc, ce qu'on fait, c'est que on remplace petit p par YP max. YP max, ici, on remplace petit q par XQ max. XQ max, voilà. Et là, on s'aperçoit que alors, d'après la définition de Pmax et de Qmax, on s'aperçoit que Pmax divisé par Qmax est assez simple parce que les deux disparaissent, les E disparaissent, et il reste Pmax divisé par Qmax égale Mk racine carrée. Donc si on revient ici, vous voyez, Pmax divisé par Qmax, ça fait Mk racine carrée. Et bien ici, il nous reste K sur M racine carrée. Et ici, il y a mk racine carrée, et donc il nous reste, pareil, k sur m racine carrée qu'on peut mettre en facteur, et donc ça nous donne l'expression k sur m racine carrée facteur de y moins ix. Or, y moins ix, c'est rien d'autre que moins i fois z, parce que moins i fois z, ça fait bien moins ix plus y, ce terme. Voilà, et racine de k sur m, ici, c'est oméga. Donc, le résultat, c'est z point égale moins i oméga z. Et ça, c'est l'équation différentielle à une variable ordinaire pour un point complexe z. Et la solution est très simple.
c'est z de t égale exponentielle moins i oméga t fois z0, le point initial. En effet, si vous dérivez cette expression par rapport à t, ça vous fait z point égale moins i oméga fois z, comme ici. Et l'interprétation, c'est que ce point complexe, ce nombre complexe, tourne dans le sens indirect à la fréquence oméga. Voilà, comme sur cette figure, dans les axes x, y. Et si on revient aux axes q et p, on obtient cette ellipse et on obtient que le point tourne à la fréquence oméga sur cette ellipse dans le sens indirect. Voici le mouvement classique de l'oscillateur harmonique. Et si on revient juste à la variable q, ça veut dire que le point en effet oscille autour de la position d'équilibre 0 de part et d'autre, comme on s'y attend pour un mouvement harmonique, une particule qui a une force de rappel moins kq. Voilà, tout cela sont des rappels de mécanique analytique. Eh bien, on rappelle, tant qu'on est là, que l'impulsion P, d'après les équations de Hamilton, P c'est m fois q point, donc P c'est mv, m fois la vitesse. Donc ici, il s'agit de P, autrement dit de la vitesse. P c'est m fois la vitesse, donc la vitesse est égale à P divisé par m. Mais donc lorsque le point est en P positif, sa vitesse est positive, et vous voyez en effet le point se déplace vers la droite. Et lorsque P est négatif, sa vitesse est négative, et donc le point se déplace vers la gauche. Donc on aurait pu en fait, sans résoudre les équations de Hamilton, déjà dire que ici les points se déplacent vers la droite sur l'ellipse et ici vers la gauche. Donc anticiper un mouvement de rotation dans le sens indirect. Mais les équations de Hamilton ont permis de trouver que ce mouvement a une fréquence oméga et donc une période qui est égale à 2pi sur oméga. Donc dernière question de l'exercice. On va maintenant appliquer la formule de Weyl et déduire, comme on le souhaitait, le nombre d'états quantiques, le nombre de niveaux d'énergie n de E, dont l'énergie est inférieure à E donné, comme sur cette figure ici. Donc la formule de Weyl très générale nous dit que pour un E donné, une énergie donnée, le nombre de niveaux inférieur à E est égal au volume des points classiques d'énergie plus petit que E divisé par 2pi h bar. Alors pourquoi 2pi h bar? Parce que dans la formule générale, c'est 2pi h bar puissance d, où d est le nombre de degrés de liberté, autrement dit le nombre de variables de position. Mais dans notre problème, on est à 1 degré de liberté, donc c'est bien 2pi h bar puissance 1. Alors on a déjà tout calculé ici. Le volume ici, c'est le volume de l'ellipse, qui était égal, d'après la question précédente, à 2pi e sur oméga. Voilà, 2pi e sur oméga, divisé par 2pi h bar. Les 2pi se simplifient, il reste e sur oméga h bar, plus une correction qu'on a oublié d'écrire ici, une correction qui est négligeable devant h bar moins 1. Autrement dit, négligeable devant ce terme. Et donc voici la formule du nombre d'états en fonction de E. Mais on pourrait inverser cette formule et obtenir E à partir de n. Donc si vous inversez, ça fait E égale n fois oméga h bar. Voilà, plus une petite correction équivalable. Cette formule est valable si, vous voyez, si h bar est petit, autrement dit si le résultat n est grand. Donc vous voyez avec quelle aisance on obtient à peu près la position d'un niveau d'énergie pour l'oscillateur harmonique. Ça nous dit que les niveaux d'énergie sont équidistribués. Hein, le premier est en h bar oméga, le deuxième en 2h bar oméga, etc. Ils sont équidistribués et distants chacun de h bar oméga. Et vous voyez avec quelle aisance on a trouvé ce résultat, c'est juste la surface d'une ellipse divisée par cette constante. Et rappelez-vous qu'il est possible de calculer le résultat exact, autrement dit les valeurs propres de l'opérateur oscillateur harmonique quantique, en utilisant l'algèbre des opérateurs création et annihilation. Pour ça, je vous conseille d'aller voir un cours de mécanique quantique. Et le résultat exact, ce n'est pas celui-ci, mais c'est h bar oméga n, comme ici, plus une correction qui est une constante, qui est 1,5
de h bar oméga qu'on appelle l'énergie du vide, parce que les niveaux commencent, pour le résultat exact, commencent à n égale 0. Autrement dit, le niveau fondamental, E0, est égal à 1,5 de h bar oméga pour l'oscillateur harmonique quantique. Voilà, donc on s'aperçoit qu'avec la méthode de la formule de Weyl, en fait, on a obtenu le résultat exact modulo cette erreur, qui est une constante.